Contagion de Paolo Giordano, traduit de l'italien par Nathalie Bauer, éditeur Le Seuil. L'épidémie de coronavirus brigue la première place parmi les urgences sanitaires de notre époque. Peut-être pas la plus terrible. Il est probable qu'elle ne produira pas davantage de victimes que beaucoup d'autres. Or, 3 mois après son apparition, elle a déjà établi un record. Le SARS-CoV-2 est le premier nouveau virus à se manifester aussi rapidement, à une échelle globale. D'autres, comme son prédécesseur, le SARS-CoV, assez semblable, ont été vaincus très vite. D'autres encore, tels le VIH, ont comploté dans l'ombre pendant des années. Le SARS-CoV-2 a été plus audacieux. Son effronterie nous révèle ce que nous savions déjà et que nous avions toutefois du mal à mesurer. La multiplicité des niveaux qui nous relient les uns aux autres, partout, ainsi que la complexité du monde que nous habitons, de ses logiques non seulement sociales, politiques, économiques, mais également interpersonnelles et psychiques. En ce rare 29 février, un samedi de cette année bissextile où j'écris, les contagions confirmées dans le monde ont dépassé la barre de 85 000, près de 80 000 dans la seule Chine, et le nombre de morts approche les 3 000. Cela fait plus d'un mois que cette étrange comptabilité tient lieu d'arrière-fond à mes journées. À cet instant aussi, je regarde la carte interactive de la Johns Hopkins University. Des cercles rouges se détachant sur un fond gris signalent les zones de diffusion, les couleurs de l'alarme qu'on aurait pu choisir avec plus de sagacité. Mais c'est bien connu. Les virus sont rouges, les urgences sont rouges. Si la Chine et le sud-est asiatique ont disparu sous une unique grande tache, le monde entier est grêlé et le rush s'aggravera inéluctablement. L'Italie, à la surprise de bon nombre d'observateurs, s'est retrouvée sur le podium de cette compétition anxiogène. Il s'agit cependant d'une circonstance aléatoire. En l'espace de quelques jours, d'autres pays risquent d'être davantage touchés que le nôtre, y compris de manière inopinée. Dans cette crise, l'expression « en Italie » s'affadit. Il n'y a plus de frontières, ni de région, ni de quartier. Ce que nous traversons possède un caractère supra-identitaire et supraculturel. La contagion est à la mesure du monde d'aujourd'hui, global, interconnecté, inextricable. Je m'en rends bien compte, et pourtant, en observant le disque rouge sur l'Italie, je ne peux m'empêcher d'être impressionné. Mes rendez-vous des prochains jours ont été annulés en vertu des mesures de confinement. J'en ai moi-même repoussé d'autres. J'ai échoué dans un espace vide, inattendu. C'est un présent largement partagé. Nous traversons un intervalle de suspension de notre quotidien, une interruption de notre rythme, comme dans certaines chansons, lorsque la batterie cesse et que la musique semble se dilater. Établissements scolaires fermés, de rares avions dans le ciel, des pas solitaires et sonores dans les couloirs des musées, partout, plus de silence que d'habitude. J'ai décidé d'employer ce vide à écrire, pour tenir à distance les présages et trouver une meilleure façon de réfléchir à tout cela. L'écriture a parfois le pouvoir de se muer en un lest qui ancre au sol. Ce n'est pas tout. Je ne veux pas passer à côté de ce que l'épidémie nous dévoile de nous-mêmes. Une fois la peur surmontée, les idées volatiles s'évanouiront en un instant. Il en va toujours ainsi avec les maladies. Quand vous lirez ces pages, la situation aura changé.
Les chiffres seront différents, l'épidémie se sera étendue, elle aura atteint tous les coins civilisés du monde ou aura été domptée. Peu importe. Les réflexions que la contagion suscite maintenant seront encore valables. Car nous n'avons pas affaire à un accident fortuit ou à un fléau. Ce qui arrive n'a rien de nouveau. Cela s'est déjà produit et cela se reproduira. Je me rappelle certains après-midi, en seconde ou en première, passaient à simplifier des expressions, recopier une longue série de symboles contenus dans un livre, puis, pas à pas, la réduire à un résultat concis et compréhensible. 0, 1/2, A2. Derrière la fenêtre, la nuit tombait et le paysage laissait place au reflet de mon visage éclairé par la lampe. C'étaient des après-midi de paix, des bulles d'ordre, à un âge où tout en moi et hors de moi, mais surtout en moi, semblait virer au chaos. Bien avant l'écriture, les mathématiques m'ont permis de réfréner l'angoisse. Il m'arrive encore, le matin au réveil, d'improviser des calculs et des successions de nombres. C'est en général le signe que quelque chose cloche. Je suppose que cela fait de moi un nerd. Je l'accepte. Et j'assume, pour ainsi dire, cet embarras. Or, il se trouve qu'en ce moment, les mathématiques ne sont pas seulement un passe-temps à l'usage des nerds, elles sont l'instrument indispensable pour comprendre la situation et se débarrasser des suggestions. Avant d'être des urgences médicales, les épidémies sont des urgences mathématiques. Car les mathématiques ne sont pas vraiment la science des nombres, elles sont la science des relations. Elles décrivent les liens et les échanges entre différentes entités en s'efforçant d'oublier de quoi ces entités sont faites, en les rendant abstraites sous forme de lettres, de fonctions, de vecteurs, de points et de surfaces. La contagion est une infection de notre réseau de relations. Elle était visible à l'horizon, comme un amoncellement de nuages, mais la Chine est loin. Et puis, pensez-vous, quand la contagion a fondu sur nous, elle nous a étourdis. Pour dissiper mon incrédulité, j'ai cru bon de recourir aux mathématiques à partir du modèle CIR, l'ossature transparente de toute épidémie. Une distinction importante, d'abord, le SARS-CoV-2 est le virus, le Covid-19 est la maladie. Ce sont des noms fastidieux, impersonnels, dont le choix répond peut-être au désir d'en limiter l'impact émotif, mais ils sont plus précis que le populaire coronavirus. Je les utiliserai donc. Pour plus de simplicité et pour éviter les confusions avec la contagion de 2003, j'abrégerai désormais SARS-CoV-2 en CoV-2. Le CoV-2 est la forme de vie la plus élémentaire que nous connaissions. Afin de comprendre son action, nous devons adopter son intelligence limitée, nous voir ainsi qu'il nous voit, et nous rappeler que le CoV-2 ne s'intéresse guère à nous, à notre âge, à notre sexe, à notre nationalité ou à nos préférences. Pour le virus, l'humanité entière se partage en 3 groupes. Les susceptibles, c'est-à-dire tous ceux qu'il pourrait encore contaminer, les infectés, c'est-à-dire ceux qu'il a déjà contaminés, et les rejetés, ceux qu'il ne peut plus contaminer. Susceptibles, infectés, rejetés, CIR. D'après la carte de la contagion qui vibre sur mon écran, le nombre des infectés dans le monde s'élève à cet instant à environ 40 000. Celui des rejetés
mort ou guéri, est légèrement supérieur. Mais c'est l'autre groupe qu'il faut surveiller, celui qu'on ne mentionne pas, les susceptibles. Les êtres humains que le COV-2 pourrait encore infecter constituent une population d'un peu moins de 7,5 milliards d'individus. Imaginons que nous sommes 7,5 milliards de billes. Nous sommes susceptibles et immobiles quand soudain, une bille infectée fond sur nous à toute allure.